Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très très honoré d'être parmi mes amis, mes collègues pour démarrer cette belle séance, Inch'Allah, de l'après-midi qui portera sur plusieurs thèmes intéressants. On va commencer par un thème qui est la BPCO. J'ai un immense plaisir et un grand honneur d'être parmi deux de mes grands amis. J'ai nommé le professeur Rita Sharfi et aussi le professeur Walid Frih. Alors c'est une séance qui portera sur différents aspects de la BPCO, maladie que vous connaissez certainement, maladie qui continue de susciter beaucoup de questions, mais aussi une maladie qui certainement est en train de susciter beaucoup de réflexions. Je ne pourrais pas parler avant l'intervention du professeur Ali Ben Khadr, qui déjà depuis quelques années nous a mis un petit peu la puce à l'oreille pour dire que, pour insister et dire que c'est loin d'être une maladie comme toutes les autres. Et voilà que cette pathologie, on va dire, est en train de faire couler beaucoup d'encre. En fait, c'est une maladie qui continue de tuer. Carrément, on parle de pronostic, on parle de mortalité. On l'a à un moment donné appelée la tueuse silencieuse parce que ce sont des malades qui fument pendant des années et qui finissent dans un état très très fâcheux. Nous sommes en Tunisie particulièrement touchés par le fléau du tabagisme et vous le savez très 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 bien. La BPCO est l'une des facettes morbides liées à ce type de comportement et de consommation. Il y en a d'autres, c'est sûr. Et donc, je pense que cette séance va apporter les derniers éclaircissements qu'on puisse avoir sur cette pathologie. Je vais céder la parole à professeur Rita Sharfi, qui va introduire professeur Ali Ben Khadr pour sa première intervention. Merci beaucoup. En fin de compte, elle est déjà faite finalement cette introduction, et je pense qu'il n'y a pas mieux que c'est Ali pour faire finalement le cadre. Il va en fait nous tracer le cadre général de cette séance, puisqu'il va nous expliquer est-ce que la BPCO est un concept ou est-ce que c'est une maladie. Je pense qu'après, on aura assez de temps pour bien discuter. Fadal Sali. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir bien introduit le sujet. Je crois que vous avez pratiquement tout dit. Bon, je voudrais remercier, moi, pour ma part, les organisateurs. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. Je suis content d'être ici, je suis content d'être invité et surtout de parler. Alors, vu mon âge, comme dit souvent Café, il y a des âges où on fait un étalage de connaissances, il y a un âge où on fait un étalage de réflexion. Et dans le cas particulier, je ne vais pas vous parler de connaissances, mais je vais faire une réflexion sur cette pathologie. Et alors, la question qui m'a été posée était la suivante. Est-ce que la MPOC, la BPCO, le COPD, le COLD, c'est un acronyme, concept ou maladie? Comme l'a si bien dit Hichem, c'est une maladie qui suscite encore beaucoup de problèmes et qui suscite beaucoup de questions et qui n'est pas quand même très élucidée. Alors, vu la difficulté de répondre à cette question, je me suis dit, je vais choisir un cheminement. Le meilleur cheminement de pouvoir répondre à cette question, c'est celui de se dire d'où elle vient, c'est-à-dire son histoire. Et le deuxième cheminement, c'est de se dire quelle est son évolution. À partir de là, je vais faire une conclusion personnelle qui sera ma dernière plaque. Donc, vous allez attendre la dernière plaque pour avoir, si vous voulez, la conclusion. Je vais commencer un peu par l'histoire. Regardez l'histoire de la bronchite chronique. Ça a été fait par des Anglais. Vous savez que les Anglais, c'est des commerciants, ils tiennent toujours des registres. Et en médecine, ils ont commencé à tenir des registres, alors que les Français sont plutôt des cliniciens. Et les Allemands, c'est plutôt des anatomopathologistes. Donc les Anglais ont cette manie du registre. Et en tenant le registre, en 1796, ils ont commencé à identifier un peu cette pathologie. Ils se sont dit, c'est la péripneumonie bâtarde, parce qu'ils n'avaient pas de radiologie à l'époque, donc il y avait pratiquement les mêmes symptômes. Et puis en 1808, on a commencé à s'approcher un peu de la réalité. On a dit c'est une infection inflammatoire de la muqueuse qui tapisse les bronches.
Et puis l'intervention du stéthoscope, quand même, en 1816, a changé les choses, parce qu'on a commencé à entendre les râles, les sibilants, les crépitants. On pouvait quand même apprécier au moins le lieu et la quantité de cathare. Et puis, le qualificatif chronique a été ajouté en 1837. On l'a appelé le cathare muqueux chronique ou simplement cathare chronique. Mais ce qui a attiré l'attention surtout, c'était la mortalité. Alors, entre 1935 et 1960, il y a deux événements importants qui sont passés. L'hyper-industrialisation de l'Angleterre et puis la fameuse crise du phoque de 1952 de Londres. Il y a une mortalité importante et cette mortalité a fait qu'on a commencé à s'intéresser de plus près de la pathologie. Et en 1960, il y a eu cette dame qui s'appelle Lynn Reed. Cette dame-là, elle s'est dit, il faut que j'aille voir au fond des choses. Elle a commencé à faire des biopsies pulmonaires. Et dans les biopsies pulmonaires, chez les malades qui présentaient cette pathologie qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle aujourd'hui la bronchite chronique ou la COPD, elle a constaté qu'il y avait deux éléments importants. Elle a commencé à décrire ce qu'avait dit Henri Caffé l'autre jour, l'emphysème centrolobulaire. Et puis elle a constaté un autre point important, c'est qu'il y avait un épaississement des parois bronchiques. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'indice de Lynn Reed, d'ailleurs. Et puis, il y a eu un monsieur qui s'appelle le docteur Bill Briscoe Williams, lors d'une réunion qui s'est passée dans un coin, il s'appelle Aspen, c'est la station UP des Rocheuses dans le Colorado, c'est une station de ski. À la 9e conférence, il a dit prononcer pour la première fois le titre de bronchopneumopathie chronique obstructive. Et puis, il y a eu en 1968 dans le New England Journal, la première fois, un article consacré au cold. Le cold, c'était la chronique obstructive lung disease. Mais malheureusement, le terme de cold, à ce moment-là, a été attribué au refroidissement. Donc, on a laissé de côté ce terme de cold, on l'a abandonné. Et en fait, l'acronyme étant abandonné, on se retrouve avec l'acronyme de COPD. Et puis sont venus s'ajouter maladie pulmonaire chronique obstructive, le MPOC pour les Canadiens et la BPCO pour les francophones. Et on s'est dit, ma foi, c'est peut-être une maladie ce qu'on est en train de voir, parce qu'on était dans l'observationnel, on était dans le descriptif, on n'était pas dans l'analytique. Et puis, à ce moment-là, on a dit, il vaut mieux voir les choses autrement, et l'idée a germé de dire que c'est une maladie pulmonaire obstructive. Mais on est parti sur un concept. Avec le concept, on a trouvé la solution. Et puis, on est parti sur la maladie individualisée, et sur la maladie individualisée, les problèmes ont commencé à surgir en disant, on ne tape pas très juste, on n'est pas très précis, il faut aller un peu à droite, un peu à gauche, modifier ceci, modifier cela. Ce qui fait que depuis 1998, on a tous les ans une édition du GOL. Alors c'est parce qu'il y a des insuffisances d'un côté, parce qu'il y a une insatisfaction du praticien qui ne peut pas appliquer tout ça, et surtout parce qu'il y a une évolution des connaissances. Et puis, on s'est rendu compte sur le plan fonctionnel et sur le plan physiopathologique que la maladie est hétérogène. Il y a 11 recoupements d'obstruction, il y a 4 possibilités physiopathologiques. Donc on est parti sur l'idée qu'il y avait quand même malgré tout, pour cette pathologie, une difficulté de mettre en place un schéma standardisé d'approche, tant sur le plan diagnostique que sur le plan du traitement. À tel point que ce monsieur Bruno Degano, qui est notre ami grenoblois, un professeur à l'université de Grenoble, qui s'est dit en 2021 à l'ERS, la BPCO, est-ce que c'est une maladie ou un syndrome? Donc il avait remis en cause toute cette notion de maladie. Et quand on voit la première définition de l'ATS, elle est purement fonctionnelle, vous la voyez devant vous, c'est l'expiration forcée, tests anormaux, il y a des expirations forcées qui ne peuvent pas se corriger, qui n'est pas réversible. Et puis on regarde la dernière définition de 2025, hétérogénéité, avec surtout les symptômes, mais essentiellement axé sur un point important, l'exacerbation. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une maladie évolutive et c'est une maladie qui nécessite de passer par l'exacerbation. Et regardez l'évolution, comment elle se fait. C'est une évolution où chaque fois qu'il y a une exacerbation, on perd un peu pour arriver en fin de vie à la fin. Et donc, pas d'exacerbation, pas de BPCO. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas de BPCO. Le diagnostic, il a été simplifié, comme on va pas. Et puis, il a été revu avec le GLI de 2012, avec le Z-score. On ne va pas s'y attarder. Donc, la BPCO a continué à bouger. Et quand on bouge, c'est grandir dans sa tête. Et comment elle a bougé? Ce n'est pas pour changer de paradigme. C'est en fait pour avoir une vision
plus clair et surtout plus applicable en pratique courante. Donc tous les ans, il y a un gold. En fait, tous les ans, il y a un gold. Pourquoi? Parce que tous les ans, on se rend compte qu'il y a différentes variantes et différentes entités pathologiques. Et regardez le concept de base qui a été fait en 1976 par deux personnes, Fletcher et Peto. Regardez-le bien, vous le connaissez tous. Il y avait deux paramètres qui étaient identifiés, le VMS qui chute et le tabac qui agit. Mais eux, à ce moment-là, ils avaient déjà identifié un groupe de malades particulier, qui est le groupe de malades qui étaient pas sensibles au tabac. Donc, en plus du tabac et du VMS, il y avait la sensibilité au tabac qui était aussi importante. Et puis, regardez cette conception linéaire qui était au départ. Conception linéaire, on a la prédisposition génétique, on a l'induction par le tabac, et puis on commence à monter petit à petit. Il y a des phénomènes cellulaires, puis il y a des phénomènes pathologiques, puis il y a des phénomènes fonctionnels, des phénomènes radiologiques, une expression clinique, une évolution et une mortalité. Donc il y avait ce qu'on appelle la conception linéaire de la BPCO. Et malgré tout cela, vous voyez, dans tout cela, on a tenu compte que de seul élément pour faire le diagnostic, c'était le rapport VMS sur CV. Et puis, on a constaté au cours du temps qu'il y avait d'autres concepts évolutifs de la BPCO parce qu'il y a d'autres paramètres en dehors du tabac qui vont intervenir. Et vous voyez que dans 2015, il y a eu ce concept, non plus de la monolinéarité, le monolinéaire, mais plutôt le quadrilinéaire, parce qu'il pouvait y avoir la possibilité de 4 voies, et non pas uniquement d'une seule ligne, d'une seule trajectoire. Donc cette notion de 4 trajectoires était conçue par le fait que les pics de fonction en fait respiratoire n'étaient pas valables pour tout le monde, et que le déclin du EMS n'était pas la seule voie. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une personne qui avait un pic bas de naissance, pour lequel il va développer une BPCO sans pour autant avoir un déclin aussi rapide que celui qui a fumé avec un pic normal. Et vous voyez ce qu'ils disent, dans 50% des cas, la BPCO est liée à un développement anormal du poumon. Et vous lui voyez les pics, ici, et c'est ce pic du plus bas là que je montre ici, qui est le pic qui est le plus important, et vous voyez que ce pic-là était en rapport avec une dysnapsie, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre le calibre des volumes et le volume, entre le calibre des voies aériennes et le volume pulmonaire total. Et vous constatez que ces personnes-là, en n'ayant ni fumé ni être exposées, avaient déjà un VMS sur CV qui était bas préalablement parce qu'ils étaient dysnapsiques. Et quand on regarde cette dysnapsie, regardez la quatrième trajectoire du bas, sans pour autant avoir un déclin du VMS qui était très rapide, eh bien, ils avaient un risque de mortalité qui était plus précoce et beaucoup plus élevé. Et puis, c'est pas fini. Parce qu'on s'est dit, quand on s'arrête là, c'est peut-être bien. Il y a eu un travail qui a eu lieu en 2019 sur l'accord de Tasmanie. Alors, Tasmanie, c'est quoi? Tasmanie, c'est une petite île, une petite région de l'Australie. On a suivi des jeunes enfants asthmatiques de la 1811, de l'âge de 7 ans jusqu'à 43 ans. Et bien, on s'est rendu compte que chez ces personnes-là, il n'y avait pas de trajectoire, mais qu'il y avait 6 trajectoires. Et dans ces trajectoires-là, 6 profils donc de fonction, et qu'il y avait des facteurs de risque modifiables, qui étaient le tabagisme passif et actif, qui était le mauvais contrôle de l'asthme de l'enfant. D'ailleurs, j'ai bien aimé la remarque de Fatma Khalsi quand elle a présenté les risques d'infection. Elle a insisté sur le fait que les asthmes sous-jacents étaient un facteur justement de possibilité d'infection récidivante. Et vous voyez ici que vous avez 2 qui sont en haut, 2 qui sont en bas, et qu'il y a une trajectoire particulière qui démarre au départ avec un déficit et qui remonte, qu'on appelle la trajectoire de rattrapage fonctionnel. Et il y a actuellement beaucoup de travaux sur cette trajectoire-là, parce que si on trouve le secret de cette trajectoire, peut-être qu'on pourra modifier même les trajectoires pathologiques. Donc vous voyez qu'en 2019, on a identifié 2015 en état 4, 2019 en état 6, on a divisé le supernormal, le sous-normal, le décès précoce et les morts prématurées chez les dysnapsiques. Très important. Et puis, il y avait des facteurs individuels. Là, on pensait toujours tabac, mais on s'est rendu compte que de la conception jusqu'à la vieillesse, on était exposé constamment à des facteurs prédisposants personnels, mais qu'on était exposé aussi à des facteurs environnementaux. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette notion d'éthiotype. Les éthiotypes en fonction de quoi? De la génétique,
en fonction du poumon anormal, en fonction de l'environnement, en fonction de l'asthme et en fonction d'autres facteurs. Mais tous ont un dénominateur commun qui s'appelle l'obstruction bronchique. Mais le point qui était le plus important dans cette affaire, c'est qu'on s'est rendu compte par la suite, à travers ce travail qui a été fait en 2021, que lorsqu'on avait une exacerbation, on perdait du VMS, mais qu'on ne revenait pas au niveau normal. Alors quand est-ce qu'on perd le plus? On perd le plus quand on est au début. C'est comme ça qu'on est revenu à la notion de pouvoir prédiagnostiquer la BPCO pour pouvoir justement intervenir et éviter qu'on arrive à des niveaux de chute du VMS très importants au point où il ne perd plus et que l'obstructif va devenir par la suite pas un obstructif mais un restrictif. Et vous voyez à quel point on perd au départ et puis on perd presque plus rien après. D'où cette notion de BPCO qui a été d'ailleurs soulignée en 2011, abandonnée en 2015 et reprise en 2023. C'est des symptômes sans anomalie du TVO. Et vous voyez ici, là ça passe pas. La boulette. Ça passe pas. Omar. Ah ça va. Donc, d'où cette notion du concept. Ça veut dire quoi? C'est des personnes qui ont des symptômes, mais en fait, qui n'ont pas de troubles obstructifs patents. Et puis, ça passe pas en mal. L'autre élément qui est plus important, c'est cette notion de DLCO. On s'est rendu compte que chez les personnes qui avaient ce type de comportement, lorsqu'on faisait chez eux des DLCO, non pas des spirométries simples, il y avait 32% d'entre eux qui va aller évoluer vers la BPCO. D'où l'importance chez ces patients-là de ne pas se contenter uniquement du trouble ventilatoire obstructif BPCO, mais de se contenter de la DLCO. Il y a eu aussi cette notion de prisme qui est encore plus intéressante parce qu'il y a une atteinte du EMS et surtout, c'est un précurseur de la BPCO. Donc, vous savez, on va le plus tôt possible pour pouvoir justement contrer cette pathologie. Et puis, il y a cette notion de BPCO précoce, c'est l'apparition de la maladie, c'est des jeunes patients qui sont préalablement des fumeurs. Et je voulais insister sur un point très particulier. BPCO précoce, ça ne veut pas dire qu'on va diagnostiquer la BPCO à un moment où la pathologie est à un stade de début. Non. Ce sont des gens qui font des chutes vertigineuses du VMS à un âge très jeune. C'est peut-être en même temps des dysnapsiques qui font ça, ou des personnes qui sont individuellement prédisposées. C'est pour ça que c'est plutôt un déclin rapide et précoce du VMS supérieur à 60%. Vous avez vu que la moyenne était à peu près de 23 et de 40, entre 23 et 40%. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a commencé justement en 2019 à se réfléchir en se disant, est-ce qu'on doit faire un diagnostic de BPCO uniquement basé sur le VMS sur CV? Et puis, il y a eu ce concept COPD gene. Alors pourquoi il est intéressant ce concept? Parce qu'il va tenir compte de l'environnement, du symptôme, de la structure parenchymateuse et de la structure bronchique, et aussi, bien sûr, du côté fonctionnel. Et regardez comment ça a été fait, cette probabilité de risque. Si vous avez un paramètre atteint, il n'y a pas de COPD. Si vous avez 2, c'est possible. Si vous avez 2, c'est possible. Si vous avez 3, c'est probable. Et si vous avez 4, on est sûr qu'il s'agit du BPCO. Donc, on ne peut plus se contenter de se dire, on va faire le diagnostic de la BPCO uniquement sur VMS sur CV. Donc, l'exposition aux toxiques inhalés sans anomalie ne suffit pas au diagnostic. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette idée de phénotype. Et on s'est dit, puisqu'il y a les phénotypes, donc il faut un traitement qui soit ciblé. Donc, pour un même VMS, on peut avoir une expression pathologique clinique différente, une expression radiologique différente, une réponse au traitement différente. D'où les phénotypes cliniques. Et je ne vais pas m'attarder sur ce que va dire tout à l'heure mon ami Béchir Louzir. Il y a eu cette initiation au traitement. Donc ce qui est proposé là, ce n'est pas le traitement. C'est une initiation au traitement parce que si vous voulez, on a standardisé l'initiation au traitement. Mais par la suite, au bout de 3 mois, on est contraint de revoir le malade pour adapter le traitement qu'il lui faut. Et là, vous voyez cette empreinte pour dire que pour chaque malade, on doit avoir un programme de traitement personnalisé. D'où cette notion d'aller vers ce qu'on appelle les traitements, de traiter les spécificités des patients. Je ne m'attarde pas parce que j'ai vu que mon ami Béchir allait parler de ça.
Alors que faut-il retenir de tout ce que j'ai dit pour répondre à la question de départ? Premièrement, c'est une pathologie hétérogène. Deuxièmement, c'est une pathologie d'organes, mais aussi, c'est une pathologie systémique, vasculaire et musculaire. Elle est associée à plusieurs comorbidités. Le problème, c'est que la fiabilité au cutoff proposé, est-ce que c'est une fiabilité qui est à 100%? VMS sur CV, limite inférieure de la normale, VMS supérieur à 80. Est-ce que ce cutoff-là est suffisant pour pouvoir maîtriser cette pathologie? C'est la grande question qui se pose. Et puis regardez ce travail qui a été fait pour dire que le tabac reste l'élément principal. C'est un travail colossal. C'est quand même 5900 personnes qui ont été suivies pendant 5 ans, fumeurs. Et puis on les a revus pendant 5 ans, on les a séparés en 2 groupes. Un groupe avec BPCO, un groupe sans BPCO. Le groupe avec BPCO, 1780. La conclusion est la suivante. Il y a une relation très nette entre la sévérité de la pathologie et la consommation de tabac. De ce fait, le tabac reste en quelque sorte, si vous voulez, l'élément principal. Maintenant, en revenir au tableau final, si vous voulez. Dans cette BPCO, qu'est-ce qui est gênant? Ce qui est gênant, c'est le haut. Si on enlève le haut, on sera beaucoup mieux. C'est lui qui freine la progression de l'approche de la maladie. Parce qu'il faut tenir en même temps de l'exposome, qui est très important, l'environnement. Il faut tenir compte, bien sûr, des symptômes, des comorbidités essentiellement. Il faut tenir dans la fonction uniquement pas de la spirométrie, mais des autres éléments de la fonction, particulièrement de la DCO, et surtout l'apport colossal de l'imagerie, qui devient un apport très important dans l'approche de la BPCO. Alors, l'acronyme, pourquoi on utilise l'acronyme? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut avoir un outil simple et linguistique de communication. D'où la difficulté à trouver dans notre langue arabe l'appellation de cette pathologie. Donc l'acronyme, c'est un élément en quelque sorte qui nous permet de dire plus facilement BPCO. Le concept, à quoi il sert? Il inclut la compréhension de la physiopathologie, des facteurs de risque, de la progression et des manifestations cliniques de cette pathologie. La maladie, à quoi elle sert? La maladie sert tout simplement à justifier l'ordonnance. Parce qu'on ne peut pas traiter ni un acronyme ni un concept. On est obligé d'avoir une maladie. Donc la conclusion que j'ai faite est la suivante. La BPCO est un acronyme pour désigner la maladie spécifique qui est quand même elle-même un concept médical englobant une compréhension complexe de ses causes, de ses symptômes et de son évolution. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sally, pour cet excellent exposé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le problème de la BPCO. La BPCO est une maladie hétérogène, on le sait. Mais si on compare avec l'asthme est une maladie hétérogène, il y a plusieurs phénotypes. D'accord. Maintenant, on n'a pas de problème au niveau de la définition de l'asthme. Alors que pour la BPCO, si on remet en question le fait que c'est une maladie obstructive, c'est-à-dire en fin de compte, on ne sait plus de quoi est-ce qu'on va parler. Si on va enlever le O, il n'y a plus de BPCO. Ça ne sera plus une BPCO. Ça sera peut-être une maladie qui peut être très différente. Non, j'enlève pas le O, on discute le O. Oui, on discute. C'est-à-dire que le O, il faut lui donner une autre signification. Oui. Et puis, je pense que j'ai bien souligné un élément important. En matière de BPCO, on est dans la pathologie, on n'est pas dans la maladie. La maladie, c'est un justificatif de comportement médical. Parce que la pathologie, c'est un descriptif de symptômes qu'on a identifiés. La maladie, c'est un peu autre chose parce que ni sa physiopathologie n'est totalement bien connue, ni son évolution est connue, ni c'est une identité identifiable. Donc, en fait, elle n'a pas de forme type. Tout à fait. L'asthme a une forme type, on peut le décrire en forme type. Elle a autant de formes cliniques que de formes type. Donc, c'est pas une... Moi, je dis, c'est une pathologie. Mais on a besoin de la maladie. Parce qu'il faut bien qu'on traite quelque chose. On ne peut pas traiter on peut pas faire autrement. Donc on essaye maintenant, ils ont compris en fait, je suis content pour le Gold. Oui. Ils ont en fait compris que le concept était bon,
que la maladie ne pouvait pas se ramener à se dire que c'était un rapport égal à 0,70. Moi, je suis content, au moins pour ça. Ils ont compris qu'on doit tenir compte d'autres éléments qui sont importants. Oui, Madame Hamzaoui, tfadal. Est-ce qu'on peut lui donner le micro, s'il vous plaît? Merci, donc Agnès Hamzaoui. Je voudrais d'abord vous remercier, c'est Ali. En plus, vous m'avez piqué toutes les diapos que j'ai préparées pour la BPCO la semaine prochaine. En fait, je voulais revenir à la définition du GOLD actuellement. Parce qu'on a beau dire ils améliorent les définitions, mais on se retrouve toujours avec, d'accord, une obstruction et des symptômes respiratoires chroniques. Oui. Et c'est tout. Donc moi, quand après on met dans les étiologies la tuberculose, par exemple, ça me dérange énormément. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une pathologie. Mais le poumon, il sait répondre que d'une façon. Ou il fibrose, ou il détruit. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une maladie qui peut être traitée toujours de la même façon? Je ne sais pas du tout. De toute façon, je ne sais pas vraiment traiter une BPCO. Bon, vous me direz que ce n'est pas mon rôle essentiel, mais traiter dans le sens de soigner, on n'a pas de moyen de soigner une BPCO actuellement. Non. Et peut-être qu'on ne sait pas la soigner parce que justement, il y a tellement de choses qu'on met dans le même sac de BPCO que c'est pour ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout sur cette définition de maladie et de concept. Oui, mais j'ai oublié de parler d'un point d'histoire qui est très important, c'est-à-dire qu'avant, le terme de bronchite chronique était attribué à une pathologie, à des gens qui toussaient et crachaient pendant 3 semaines. Pendant 21 jours, c'était un terme qui on disait c'est la bronchite chronique. Après, quand il y a eu le chronique bronchitis, l'anglais, qui voulait apporter d'autres éléments, qui étaient un élément épidémiologique, en fait, on a voulu trouver une solution à un vécu respiratoire pathologique. C'est ce que j'ai dit au départ. Le concept était bon, parce que le concept au départ n'était pas mauvais. Mais on est parti très vite en mesure pour établir le traitement. Maintenant, ce que j'ai bien aimé dans ta réflexion, c'est qu'on soigne et on ne traite pas. Donc en fait, ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas changer la définition, parce qu'il y a de l'autre côté les propositions de traitement qui vont plutôt dans le sens de l'obstruction. On ne va pas dire aujourd'hui, on va tout laisser tomber pour faire autre chose. Et d'ailleurs, je suis très content d'une chose, c'est que peut-être, à mon avis, l'introduction de la biothérapie, c'est une façon de voir une autre réalité de la BPCO qui va nous sortir du carcan, si vous voulez, de l'obstruction telle qu'on est en train de la voir, et se dire c'est quand même une réaction inflammatoire qui aboutit à des phénomènes destructifs, comme tu l'as. Parce que la maladie, elle n'est pas liée à l'obstruction, en fait, elle est liée à l'emphysème centrolobulaire. C'est ça, c'est le primo movens de la maladie. On en fait de l'emphysème centrolobulaire l'obstruction. Ça ne marchera jamais. Monsieur Henri Café. Oui, mais justement, il m'a coupé la parole. C'est ce qu'il dit est vrai. Il faut savoir que le poumon, il y a deux facteurs. Les zones de conduction et les zones d'échange. La conduction, c'est les bronches. Et l'échange, c'est le lobule de Miller avec les alvéoles. Et la distension, l'emphysème centrolobulaire, c'est la résultante, quelle que soit la cause, d'une maladie des bronches, c'est-à-dire des zones de conduction. Nous, avec les labas, les machins, etc., on peut agir, à ma connaissance, que sur les zones de conduction. Les lésions centrolobulaires sont irréversibles. C'est ce que je pense, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Le professeur le dira peut-être, mais à ma connaissance, des labas, etc., ne sert qu'à soigner les bronches. Une fois que vous avez une lésion des zones de conduction, des zones d'échange, c'est fini. C'est ce que je dis, moi, à mes patients. Eh bien, merci. Vous dites exactement la vérité, parce que ce qui donne cette pathologie, c'est la bronchiolite sténosante. Parce qu'en fait, c'est ça la maladie. C'est une bronchiolite sténosante, et par la suite, on a un emphysème en aval qui est en regard. C'est ça l'emphysème centrolobulaire. Monsieur, allez-y. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous voulez bien vous lever parce qu'il y a Merci beaucoup, professeur, pour cette très belle présentation. Je suis le docteur Zadour, je suis médecin pneumologiste à Metz.
C'est vrai, depuis 2 ans, on parle des trajectoires. Il y a une évolution sur le concept. Si j'ose comparer la BPCO à l'asthme, l'évolution des concepts éthiopathogéniques depuis 5 ans ou même 7 ans et l'arrivée des biothérapies a beaucoup changé notre paradigme. C'est une révolution du paradigme dans l'asthme bronchique. Non seulement ça change la vie, la biothérapie, à titre d'exemple, mais surtout même sur le plan sémantique, on introduit des termes qu'on utilisait en oncopneumologie, la rémission. Ma question en est simple. Est-ce que vous pensez que l'évolution des connaissances éthiopathogéniques dans la BPCO, si ce n'est que la prévention primaire, va changer quelque chose au niveau thérapeutique? C'est une question très difficile. Parce que dans l'asthme, on est beaucoup plus à l'aise, on est devant une maladie individualisée. Dans la BPCO, on est dans une diversité d'entités pathologiques. C'est très difficile de vous répondre. Par contre, s'il y a une chose qui peut changer, à mon avis, c'est le changement de l'environnement. Parce que n'oubliez pas, la BPCO, c'est une prédisposition, mais c'est l'environnement. Et si on voit une flambée de BPCO, ce n'est pas uniquement le tabac. C'est parce qu'il y a un environnement qui nous permet, si vous voulez, de développer encore plus cette pathologie. Je ne pense pas qu'il y aura un changement pathologique, un changement thérapeutique. On continuera toujours à traiter certaines BPCO avec des bronchodilatateurs et on va aller vers traiter d'autres entités de BPCO avec la biothérapie ou d'autres produits qui vont arriver par la suite. Mais d'ailleurs, j'ai enlevé une plaque ici. Je voulais montrer que la BPCO, ce n'était pas uniquement ça. Il y a dans la BPCO plus de 36 possibilités thérapeutiques. Il n'y a pas que ça. Il y a plus de 36 possibilités thérapeutiques. Ceux qu'on utilise, ce sont les plus courants, les plus communs. Je ne crois pas personnellement qu'il y aura un changement pour le moment, de mon vivant du moins, de changement dans l'approche thérapeutique de la BPCO. Justement, c'est vrai que maintenant on sait qu'il y a l'exposition à la biomasse, oui, les infections respiratoires, oui, le petit âge, enfin le petit poids de naissance. Oui. Est-ce qu'au moins sur la question de prévention primaire, on fait quelque chose? Moi, à mon avis, la seule chose, c'est que maintenant, on comprend pourquoi certains TVO, il y a 5 ans, on n'arrive pas à les caser. Maintenant, on sait que certains TVO qui ne sont ni post-tabagiques ni professionnels, on arrive sur le plan sémantique à les caser dans des cases. Oui. Mais est-ce qu'au moins sur la prévention primaire, on peut faire quelque chose? Certainement, c'est ce que je vous ai répondu. La prévention primaire apportera beaucoup, pas un peu. Mais vous m'avez posé la question, est-ce qu'on peut changer le traitement? Le traitement, non. L'évolution de la maladie, c'est possible. Mais le traitement, pour le moment, on est figé sur ce traitement-là parce qu'on n'a pas une alternative qui puisse répondre. De toutes les façons, ça sera toujours... c'est un grand sujet finalement de controverse. Et au cours du dernier congrès de l'ATS, il y a eu une séance qui a été dédiée à ce sujet-là. Alors, il y avait ceux qui sont pour le fait de continuer de poser le diagnostic sur la spirométrie. Il y a finalement des avis pour, en fin de compte, essayer de tenir compte évidemment des autres. Est-ce qu'il faut traiter éventuellement les pré-BPCO ou est-ce qu'il ne faut pas les traiter? C'est un sujet actuellement très controversé. Après cette séance, il n'y a eu aucun consensus parce que c'est un sujet qui n'est pas encore... il n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Pour répondre au problème de l'après-BPCO, justement, ce qui est intéressant, c'est comme ça qu'a été fait le COPD Gene, le concept COPD Gene. C'est pour permettre un peu de prendre la décision de ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas tenir uniquement compte d'un paramètre. Il faut tenir compte de 3. S'il a les symptômes, s'il a ceci, s'il a cela, s'il a les modifications radiologiques, ceci, on peut considérer qu'elle est probable ou possible. Donc on peut au moins faire de la prévention primaire. Mais alors qu'avant, quand il n'avait pas un trouble, on lui disait non, c'est rien du tout, c'est une bronchite aiguë, allez-y, partez à la maison. Donc quand il y a ces éléments-là, c'est pour ça que cette approche quadripartite, si tu veux, du diagnostic de la BPCO est intéressante dans la mesure où elle permet de cerner les patients dans lesquels on est, si vous voulez, en termes de PID, parce que si Béchir aime bien ça, les inclassables. Eh bien, les inclassables, on arrive à les classer. Et si on n'arrive pas à classer sur le plan thérapeutique, on va arriver à classer sur le plan au moins préventif. S'il n'y a pas d'obstruction, c'est-à-dire on n'a pas une diminution du rapport
Il n'y a pas une obstruction. À quoi sert de lui donner des bronchodilatateurs? Je prends l'exemple. À quoi sert de donner des bronchodilatateurs alors qu'il n'a pas d'obstruction? C'est ça. D'accord, il n'a pas d'obstruction, mais il a les 3 autres paramètres. Par exemple, il a des paramètres radiologiques. Il fume, il a des symptômes. Ce monsieur-là, vous pouvez... Bon, la DLCO aide beaucoup. Hein. Je ne parle pas du tout, mais la DLCO, dans ce cas-là, aide beaucoup, il faut la faire. S'il a ces 3-là, au moins, on va lui dire, monsieur, voilà, vous êtes dans une situation qui ne vous permet plus de fumer, qui ne vous permet plus d'être exposé professionnellement. Changer d'habitation parce que vous habitez à 50 mètres de l'autoroute Paris-Lyon. Donc, ce sont des éléments qui vont te permettre déjà de faire ce qu'on appelle de la prévention. C'est ce qu'a dit le monsieur. Il a tout à fait raison. Donc, si vous voulez, c'est une conception d'approche qui élargit le champ. Alors qu'avant, on avait un champ restreint. Ces patients venaient nous voir, on disait bronchite aiguë, au revoir et merci. Non, maintenant, avec cette approche quadriparamétrique, on peut quand même nous permettre de situer le patient, même s'il n'a pas de trouble. Merci beaucoup, c'est Ali. Merci.